Et encore un nouvel épisode diffusé le mercredi à 6h30 comme d'hab. Rassurez-vous, je suis pas réveillé à chaque fois, c'est programmé. Et c'est un nouvel épisode du 5e. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e. Et du coup, derrière le micro, c'est Nico à la grosse voix comme d'habitude. Et à côté de moi, il y a... Cléa. Et Chloé. Et ouais, on est 3 autour du micro pour parler d'un sujet presque de société, comme on disait juste avant. La place de l'enfant dans nos structures et dans la société. Alors, c'est un vaste sujet. Je propose de commencer par déjà dans nos structures ou dans notre travail, déjà. Et peut-être de rappeler d'abord, avant d'approfondir, où on travaille. Alors moi, je travaille dans une petite commune dans la périphérie de La Rochelle, où on a une école élémentaire qui fait maternelle et primaire, qui fait les deux en même temps. Donc, on est dans un centre de loisirs qui est sous le coup de la mairie, qui est géré par la mairie en totalité. On fait de l'extrascolaire, du périscolaire, pendant les vacances et les mercredis. Moi, du coup, je travaille dans une association qui s'appelle l'OCCE, Office central de la coopération à l'école. Et c'est une structure qui gère les coopératives des écoles. Donc, mon rôle au sein de cette association, c'est gérer l'aspect pédagogique, intervenir dans les classes, accompagner les écoles à mettre en place des projets coopératifs toujours et apprendre aux élèves à vivre ensemble. Donc, on est un petit peu aussi dans le thème de la citoyenneté avec carrément. tout ça. Yes, et du coup, moi, je suis en structure primaire, du coup, CPCM2. Avant, j'ai bossé en élémentaire aussi, avec des 3-12. Et puis voilà, pour faire simple. Du coup, dans vos structures ou pendant vos activités qu'on peut mettre en place, est-ce que vous trouvez que l'enfant est à chaque fois au centre de tout ? C'est super vaste comme question. Pas forcément. Enfin... Moi, j'essaye au maximum de le mettre au centre de chaque activité. Ouais. Mais des fois, j'ai plus le sentiment, aussi parce que j'ai appris comme ça au départ, mais que vraiment, je dois lui proposer quelque chose. Et il y a un côté un peu conso. Je lui propose un truc, il le fait, et puis il repart avec un petit peu comme si on était à Disney Ouais, je vois. ou ailleurs. Du coup, des fois, je me dis que... en fait, des fois, je trouve pas de richesse, quoi. À la fin, je me dis, j'ai proposé mon truc, mais je sais pas ce qu'il en est ressorti, quoi. Carrément. Moi, ce que je peux observer, en tout cas, quand j'interviens dans les classes et dans mes expériences que j'ai pu avoir en structure ACM, c'est en fait, c'est entre guillemets, quel pouvoir on est prêt à donner aux enfants. Et souvent, l'adulte, il va être réticent à laisser l'enfant décisionnaire, à lui donner cette place-là. Donc, sur le papier, en tout cas dans mon travail actuel, oui, on essaie de remettre l'enfant au cœur de ses apprentissages, au cœur, du coup, de sa vie scolaire aussi, avec des temps comme des conseils d'enfants, avec des temps de projet aussi. On est beaucoup sur la pédagogie de projet. Mais souvent, l'adulte va... Souvent, ça arrive en tout cas, que l'adulte soit réfractaire à laisser les enfants. Oui, mais du coup, si je les laisse décider, ça risque de ne pas me plaire, en gros, et ça risque de ne pas aller dans le sens que je veux. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En même temps, c'est vachement stressant pour l'adulte de pas savoir ce qui va se passer, ou alors, d'en avoir une idée quand même généralement, mais de pas tout gérer, je trouve que c'est vachement rassurant en tout cas. Moi, je sais que dans mon projet, j'ai un projet entre CM2 qui permet de rassembler tous les CM2 des différentes écoles de la commune où je travaille. Moi, le taf, c'est ils décident, j'allais dire tout. Non, parce qu'après, il y a toujours des lignes, il y a du budget, il y a tout ça qui rentre en compte, les horaires et tout. Mais ils font des événements où ils se rassemblent, où ils décident de tout faire, où quasiment la date, ils la choisissent. Et c'est hyper enrichissant. Mais à défendre et à expliquer au premier abord, c'est compliqué. Je sais que quand je l'explique aux parents, c'est ah oui, ils font ce qu'ils veulent, dans une limite bien sûr de budget, etc. Mais oui, le choix est pas toujours accepté, en tout cas par l'adulte, effectivement. Ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez que même dans la vie cote, c'est toi Cléa qui disais que tu bossais en extra, etc., en extrascolaire, est-ce que tu trouves que l'enfant est toujours mis au centre de tout ? Non. Enfin, moi, j'essaye de plus en plus de le faire, mais comme tu dis, je me retrouve souvent face à des collègues réfractaires
qui disent bah non, c'est pas normal, il reste un enfant, alors que pour moi, un enfant reste une personne avant tout, avec un pouvoir de décision, avec la possibilité de faire des choix, et qui des fois d'ailleurs ont plus de naïveté que nous, et du coup je trouve ça encore plus chouette parce que pour eux, vraiment le champ des possibles est énorme. Et moins de freins aussi. Oui, c'est ça. Se met plein de freins. Puis moins de freins sur comment fonctionne tel enfant ou fonctionne tel adulte. Mais moi j'essaye au maximum de les inclure là-dedans, et ce que je me rends compte, c'est que je gagne en autorité, je gagne en calme. Mais du coup, je suis toujours en confrontation avec mes collègues qui disent bah oui, mais tu peux pas lui donner cette place-là. Quel est le risque que je prends, mis à part le fait qu'il fasse une erreur et que du coup, il essaye. Oui, carrément. Mais non, dans l'extrascolaire ou même dans le périscolaire, moi, je les responsabilise au maximum. Si j'ai besoin d'un coup de main sur une activité à préparer, je les inclus dedans. Comme ça, ils vont pouvoir m'aider aussi, moi, à me remettre en question. En fait, j'essaye de me mettre à la même hauteur qu'eux. Ouais, carrément. Et de me dire, on est des personnes et on a la capacité d'échanger ensemble, quoi. Ouais, je vois totalement. Moi, je pars toujours du principe que c'est des futurs citoyens, et même techniquement, c'est déjà des citoyens. Et le fait de les prendre pour des grands qui ont une prise de décision, etc., je trouve ça vachement enrichissant, moi. Ouais, mais souvent ils sont étonnés. Enfin, moi, des fois, je pars trop loin dans mes réactions. Par exemple, un enfant va m'agacer et je vais me mettre en colère et je vais dépasser mes bornes à moi. Et du coup, je vais aller voir cet enfant, je vais m'asseoir avec lui et lui dire bon bah écoute, là, je suis allée trop loin. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui t'a gêné dans ce que j'ai fait? Et souvent, il me dit mais les adultes, ils font pas ça, Cléa. Ouais. Bah si. Mais c'est important en plus parce que les enfants apprennent aussi par mimétisme. Et tu vois ce que tu fais là, reconnaître, on est humain. Ça nous est tous arrivé de nous énerver contre un enfant, mais avoir cette démarche-là de reconnaître en fait, oui, là, je me suis mis en colère parce que ton comportement a fait que. Maintenant, et prendre ce temps-là d'échange avec lui, ça lui montre aussi comment gérer un conflit, comment le résoudre par la suite. En fait, un conflit, c'est pas juste se faire crier dessus. Ouais. C'est poser il y a une situation problématique et on va la résoudre ensemble par communication non violente quand on essaie de la mettre en place. Je trouvais ça intéressant ce que vous disiez sur l'enfant citoyen, parce que c'est vrai qu'on a tendance, et encore aujourd'hui dans nos sociétés, même si on a beaucoup évolué, à voir l'enfant comme juste un être dénué de capacité de réflexion, on va dire, et qui doit juste être là pour obéir et à suivre ce qu'on a à faire. Et du coup, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps dans le cadre de mon travail où on parlait d'un pédagogue qui s'appelait Korczak. J'écorche peut-être son prénom. Non, c'est ça. Ouais, qui a travaillé dans le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale et qui dirigeait un orphelinat. Et lui, il voyait l'enfant comme un être à part entière, un citoyen, et que du coup, dans son orphelinat, il a mis en place beaucoup de choses. Des conseils d'enfants, des tribunaux d'enfants où les enfants géraient les conflits. Donc il y avait des représentants qui prenaient des décisions. Ils faisaient toute la réglementation de cet orphelinat. Et en fait, il a développé beaucoup de choses qui ont permis, par la suite, ses travaux, de créer la Convention internationale des droits de l'enfant. Yes. Et quand on regarde la Convention internationale, donc la CID, pour aller plus vite, l'enfant a le droit à l'expression, l'enfant a le droit à des droits à un toit, au loisir, à la vie privée, à la protection, à plein de choses. Et en fait, j'ai fait un parallèle, mais en fait, aujourd'hui, alors oui, droits au loisir, on les a, un pays comme la France. Ils ont droit à la santé, on est quand même dans un pays assez développé c'est malheureusement pas le cas de tous les pays. Ouais, c'est clair. Mais je trouve que sur le droit à l'expression, on n'est peut-être pas si bon, parce que les enfants et les jeunes, moins de 18 ans, les ados non plus, on les entend pas beaucoup. Et on a tendance à minimiser leurs paroles, je trouve. Ouais, on se leurre vite, je trouve, sur alors pour les plus petits, les moins de 10 ans, à un mur à dessin ou des bêtises. C'est déjà un moyen d'expression, mais un moyen d'expression simple comme ça, alors qu'en fait, il y en a plein d'autres qu'on peut faire qui sont vachement puissants, en fait. Et effectivement, je te rejoins sur le côté ado, où pour moi, on les entend pas assez, on prend pas assez au sérieux leurs paroles, je trouve, en tout cas. Enfin, quand j'ai fait l'épisode, je sais pas si vous l'avez écouté, mais un épisode où j'ai posé des questions à des jeunes de 16 ans qui étaient pendant le BAFA. Et en fait, j'ai juste pris en mode, on s'en fout du BAFA, là je veux juste que soyez vous, et vous avez 16 piges, et je vous pose qu'est-ce que vous êtes dans la société d'aujourd'hui, et il est assez fou, cet épisode. Je vous conseille de l'écouter, d'ailleurs. Je vais l'écouter, j'avoue, j'ai pas eu le temps. Non, mais je ne le prends pas mal, ne t'inquiète pas.
Non, mais c'est vachement intéressant juste de leur tendre un micro et de poser une question et vas-y, parle. Je te jugerai pas et c'est génial. Il y a des vrais moments pépites, je trouve. Et d'écouter leurs idées, tout là dans le cadre de la classe. Donc, je participe parfois à des conseils d'enfants, donc ça s'appelle des conseils d'élèves. Et en gros, ils vont régler des problématiques. Alors, pas des problématiques individuelles de conflit, mais des problématiques de classe. Okay. Et il y en avait une, c'est donc un enfant pose un problème. Moi, j'ai un problème. J'en ai marre que dans la classe, quand la maîtresse part, s'il y a du bazar, on revient punition collective pour tout le monde. Il fait c'est pas juste parce qu'il y a des enfants qui sont sages. C'est peut-être toujours les mêmes qui mettent le bazar. Et en fait, ensemble, ils ont trouvé des solutions. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ça reflétait bien aussi notre société à nous, entre les extrémistes qui voulaient mettre une caméra de surveillance dans la classe pour surveiller tout le monde, les anarchistes qui disaient ah bah les punitions. Et en fait, mais ensemble, ils ont trouvé une solution. Alors je sais plus ce que c'était il y a un moment. Mais en fait, je trouvais ça intéressant qu'en fait, les enfants sont capables d'avoir des propositions plus ou moins réalistes, de débattre et de réfléchir ensemble pour trouver des solutions dans leur vie quotidienne et dans leur petite société qu'est l'école ou le centre de loisirs, parce que c'est un peu une mini-société organisée avec des lois, avec des règles, avec du vivre ensemble. Donc non, on peut leur offrir plein de choses. Et ces temps de parole, ils sont hyper importants, je trouve. Mais je trouve que, du coup, on leur fait pas assez confiance. Enfin, les adultes ont tendance à pas leur laisser assez la main et leur dire, bah allez-y, enfin là, c'est à toi de jouer, quoi. Moi, je me retrouve souvent, je fais une activité, elle est préparée, je la fais, et en fait, il y a un enfant qui l'a fait évoluer, et du coup, qui va proposer autre chose, donc je lui passe la main, et à aucun moment, je vais me dire... Alors, je sais que beaucoup d'adultes autour de moi... Quand tu dis fait évoluer, il fait pas exactement ce que tu veux. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, par exemple... Parce que on en a parlé hier, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Mais par exemple, je fais un origami, je fais un papillon, lui, il va dire « Ah ouais, moi, je sais faire un papillon qui vole, qui sait se déplacer. » Ok, bah vas-y. Et j'ai beaucoup de mes collègues, ou même d'animateurs en discutant avec eux, qui prennent ça comme un affront, genre tu zappes mon autorité, alors qu'au contraire, moi je me dis, putain, l'enfant me fait confiance, il me fait assez confiance pour se dire, là, je prends le lead. Et tu valorises, en faisant ça, tu valorises aussi ses capacités, tu lui montres que tu reconnais en lui, ça. Et ça développe vachement l'estime de soi, ce qui est hyper important, parce que du coup, on l'a vu dans des études, les enfants qui développent une estime d'eux, qui ont confiance en eux, qui ne sont pas tout le temps rabaissés par les adultes, in fine, c'est des enfants qui ont moins de chances de se faire harceler, qui ont plus de chances de s'épanouir aussi, et qui vont faire preuve de plus d'audace. On va dire. C'est ça, puis même en termes de santé, c'est prouvé aussi, il y a moins de risques cardiovasculaires, de burn-out, de dépression, de problèmes cardiaques, parce que l'enfant sera plus sain en lui. Mais je pensais à un autre truc, tu parlais de Korkas, parce que moi j'ai lu son livre. Il a étudié aussi les jeunesses hitlériennes et comment on avait conditionné les enfants à croire à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et du coup, il l'a lui aussi remis en place. En fait, il a fait une étude où il a conditionné des enfants à croire en quelque chose et au bout d'un moment les questionner et dire mais en fait, est-ce que vous trouvez pas ça absurde quand vous regardez ? Et un autre truc aussi que je voulais dire, mais peut-être que je m'éparpille trop. Vas-y, je pensais aux pédagogies alternatives. Moi, j'ai été scout pendant très longtemps, j'ai été chef. Et en fait, le principe des scouts... alors, moi où j'étais, je sais qu'il y a des débats un petit peu sur les scouts, mais moi où j'étais, c'est l'enfant qui... moi, je me suis retrouvée dans un lieu où l'enfant n'a quasiment pas besoin de toi en tant qu'adulte. Il a besoin de toi en tant que Cléa, par exemple. Et ils font évoluer, donc ils ont des petites, ce qu'on appelle des cabanes, je ne vais pas rentrer dans les termes trop techniques, mais des cabanes avec des chefs qui se retrouvent en groupe, et du coup ces chefs vont se retrouver les uns avec les autres pour se mettre d'accord sur ce qui a été ou pas. Et par exemple, les écoles démocratiques aussi fonctionnent comme ça, et on s'est rendu compte que en fait, les enfants ne faisaient pas n'importe quoi. C'est ça que je trouve fou, Quand je travaillais en Montessori, justement, on travaillait vachement sur le rythme de l'enfant en tant qu'individu et sur son autonomie. C'était des enfants, en fait, Maria Montessori, elle appelle ça des maisons d'enfants. Déjà, dans une structure où c'est des enfants qui gèrent un peu plus. Et en fait, oui, c'est ça. En fait, c'est eux qui débarrassaient la table, qui mettaient la table. T'avais vraiment toute une vie qui s'installait, et j'ai jamais vu des enfants aussi autonomes, aussi confiants aussi dans ce qu'ils allaient faire. Alors parfois... Et ça, c'était un peu la limite, peut-être parfois des enfants trop individualistes dans cette pédagogie, parce qu'on développe l'enfant, son estime de soi, sa confiance. Donc parfois, le faire groupe peut être un peu plus compliqué sur des tranches d'âge de 6 ans. Mais en tout cas, sur leur capacité, c'était assez impressionnant à voir, quoi. Et l'adulte se positionnait vraiment en tant que guide
aidant, accompagnant, et pas qu'en tant qu'autorité suprême, on va dire. Et encore, c'est pas le cas aujourd'hui dans toutes les écoles, et heureusement. Ouais. Et du coup, justement, tu parlais d'autorité, parlons un peu de parents. Depuis tout à l'heure, on dit mettre l'enfant au centre de tous nos projets, c'est hyper important, du coup. C'est même un projet en soi déjà. Est-ce que vous ne trouvez pas que des fois, il y a la pression des parents c'est toi qui disais, Cléa, ramener quelque chose, de faire des activités, etc. Totalement. Enfin, je sais que nous, à partir du moment où on ramène... Moi, les enfants, si les parents de mon école m'écoutent, et ils le savent, moi, ils ramènent rien, les enfants. Ouais. C'est parce que du coup, je trouve que ça hyper important. Là, on est en train, par exemple, de réaménager notre espace parce que je suis chez les grands, je suis chez 9-12. Okay. Et on réaménage notre espace. Et moi, j'ai mis un point d'honneur et j'ai expliqué à chaque parent que c'était hyper important qu'ils se l'approprient et que du coup, ce soit leur déco. Avec les activités qu'on propose, ils les fassent évoluer. Mais si, il y a cette pression de ils ramènent rien, du coup, il n'y a rien. Mais là aussi, c'est notre jeu à nous en tant qu'anime, d'échanger avec les parents. Enfin, moi, j'adore leur expliquer ce qu'on a fait avec l'enfant qui complète ce que je dis, qui dit « Ah ouais, mais du coup, j'ai fait ça avec Léa. » Et du coup, la discussion, pour que l'enfant, du coup, ait encore plus de place dans la société, c'est que je ne suis pas en train de discuter avec son parent et c'est Cléa avec le parent. C'est Cléa avec le parent et l'enfant. Quoi. C'est tripartite et c'est plus... c'est l'enfant aussi qui donne son ressenti en direct, quoi. Carrément. Okay. Rien à ajouter. C'est beau. Mais non, moi, je ramène rien. J'ai beaucoup de collègues qui font beaucoup de trucs où elles ramènent, mais je me dis, tu ramènes un truc, oui, mais la pertinence de l'activité derrière... Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Puis je trouve que même tu es trop sur le résultat aussi. Il faut qu'ils ramènent quelque chose de beau, forcément, quelque chose de bien fait. Et parfois, ils oublient, on va dire, le chemin parcouru. On est toujours un peu trop sur le résultat, même quand tu fais... souvent, je pose sur les projets théâtre. Et donc, du coup, faut que le spectacle, le rendu soit beau. Ouais. Et donc, du coup, déjà, il faut qu'il y ait un spectacle. Déjà, il faut qu'il y ait un spectacle, il faut qu'il y ait quelque chose. Et en fait, on a du mal à accepter parfois l'échec aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé de lancer des activités où c'était pas très concluant, mais en fait, on avait expérimenté plein de choses, genre le papier mâché. On avait fait des structures en papier mâché. Oui, c'était pas très beau, mais ceux qui l'avaient manipulé, qui avaient découvert un nouvel outil, qui avaient appris, qui s'étaient amusés avec, où je leur avais pas imposé, il faut que ce soit ça. Et c'est vrai qu'on est souvent, je trouve, trop sur il faut que ce soit joli, que les parents puissent l'encadrer. Alors que quand tu es dans un truc où, moi je l'ai déjà expliqué, le village où je travaille, enfin le village, mon accueil périsco qui s'appelle le village, où je travaille, où les enfants décident de quelle activité ils font, quand ils le font, etc. Donc on propose presque plus rien, on les accompagne seulement. En fait, tu te rends compte que quand les enfants décident de quelle activité ils font, en fait, ils ramènent pas tant de choses que ça. Non. Même les dessins, moi, ils en ramènent plus, quasiment. Par contre, ils kiffent, vu qu'ils ont tous des rôles et que tous les 15 jours, ils ont un badge, comme quoi, bien joué, t'as réussi à faire ce rôle. Je peux vous dire que tous les sacs de tous les gamins du Périsco ont les badges sur le sac, et c'est vachement valorisant, du coup, pour eux. Et ça, c'est très, très drôle. Ça, c'est génial, je trouve. Et puis, moi, je pars toujours du principe que l'activité est un outil pour planter une petite graine, quoi. Même si la petite graine, c'est je sais dessiner un cercle. C'est, et elle va pas germer tout de suite, mais c'est vraiment je l'utilise, quoi. Carrément. Et du coup, un endroit pour vous idéal où l'enfant est au cœur du projet, ce serait quoi ? À quoi ça ressemblerait ? Je l'ai très mal dit, cette question. Oui, j'allais dire c'est-à-dire. Moi, j'ai compris, mais j'ai pas le droit de le citer. Donc, oui, je sais. C'est un endroit avec un grand bois. Un endroit avec un bois et qui coûte très cher maintenant à racheter. Pour ceux de La Rochelle, vous avez compris, c'est la même structure que Céline. Voilà. Effectivement, mais il faut 2 ou 3 millions, donc ça va être compliqué. Mais oui, et alors pourquoi du coup ? Pourquoi cet endroit-là ? On peut dire c'est Cheusse, concrètement. On l'a déjà dit. Non, mais c'est qu'on on l'a déjà balancé au micro. Oui, donc, Mais pourquoi ? Parce que nous, l'enfant était vraiment au cœur de notre pédagogie. Et en fait, on tournait... j'ai eu une discussion il y a ça une semaine avec ta directrice qui vraiment, en fait, et je suis absolument d'accord là-dessus, c'est à l'institution de s'adapter à l'enfant et pas à l'enfant de s'adapter à l'institution. Mais tellement. Je pense qu'on leur demande déjà tellement et que quand ils seront adultes, ils commencent déjà à se dire « Ah ouais, mais on va tellement m'en demander ». Et à Cheusse, c'était vraiment...
c'est hyper compliqué à expliquer à chaque fois. Bah Mais, oui, non. l'enfant était vraiment au cœur de tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire, il y avait une animation type qui était prévue, mais l'enfant, il peut modeler, l'enfant, il peut proposer autre chose parce que le lieu s'y prête, qu'il y a de la place, que c'est Bien grand, sûr, oui. qu'il y a une confiance qui est instaurée avec l'enfant, que tout de suite, quand on l'accueille, on lui dit « tu es une personne, en fait ». Tu as des ressentis, tu vis des choses. Parce que aussi, le lieu s'y prête aussi, mais il peut se permettre de se mettre à l'écart. Parce que hier, on parlait des... Enfin, dans un autre podcast, on parlait des enfants dits difficiles, entre guillemets. Les enfants qui ressemblent plus, du coup, ils peuvent se mettre à l'écart. Et après, alors, ça fait un petit peu... comment elle s'appelait ? Enfin, celle qui aime bien les arbres, là, la nana qui dit qui est dans oui. tous les arbres. Mais j'ai plus le nom. Je suis Josiane Pichet, non, c'est ça ? Oui, c'est ça, Josiane Pichet, mais c'est pas du tout le cas. C'est prouvé que la nature apaise les gens, mais sans faire une ode. Non, mais en même temps, oui. Mais c'est prouvé, et du coup, les enfants, ça les repose. Et c'était aussi ce collectif d'adultes qui ne faisait qu'un. Ce que j'allais dire, je pense que c'est presque trop simple de dire que c'est que la structure, que c'est que le lieu, etc. Je pense que l'équipe aussi avait et soutenu par l'équipe de direction sans doute, parce que moi j'y ai jamais travaillé, mais je suis pas si loin que ça. Puis je connais beaucoup de gens qui y sont passés ou qui ont fini leur carrière. C'est aussi l'équipe qui faisait vivre ça et qui s'est emparée totalement du truc pour mettre l'enfant là-dedans, en tout cas. Mais c'est aussi le cas, moi je vois quand je travaille avec les Francas, c'est aussi le cas, quoi. Ouais. C'est un seul et même... moi, souvent en formation, je me retrouve avec des gens, des formateurs où c'est pareil. Moi, je m'assois devant les stagiaires et je dis « Ok, qu'est-ce que vous allez m'apprendre aujourd'hui ?» mais c'est toi qui connais tout. Non, c'est vous qui avez un nombre d'idées que moi, je n'ai plus parce que j'ai déjà de l'ancienneté, quoi. Où tu bosses sur autre chose. Oui. Si tu vas plus loin, plus loin. Ouais, tu vas sur d'autres sujets, quoi. Mais je te rejoins sur les Francas, pour moi, ne serait-ce que ça se voit quand on parle de graines de philo, par exemple, que moi j'ai passé. Par faire des discussions à visée philosophique avec les enfants, c'est génial. C'est trop bien. Mais malheureusement, ça se développe pas assez. C'est compliqué. Il y a très peu de gens qui sont formés, on va dire, à mettre ça en place. Mais c'est vrai que pour développer l'esprit critique, c'est super intéressant. Ah bah oui. Et pour les écouter aussi. Ils ont plein de choses à dire. Tellement. Et des choses loin d'être bêtes si on pouvait juger un peu ce qu'ils disent. Même si j'aime pas juger ce qu'ils disent. Et du coup, si on va un peu plus loin, pour vous, c'est quoi la place de l'enfant dans la société ? On parle même plus de nos structures là, mais est-ce que vous trouvez que l'enfant a une place dans notre société, une vraie place ou pas ? Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais je trouve qu'avec ce qui se passe en ce moment de No Kid, c'est les No Kid Place, je sais plus c'est quoi le nom, mais des lieux sans enfants. Les wagons, là on en a entendu parler, wagons sans enfants. Les hôtels sans enfants, les restaurants. Et je trouve ça fou parce qu'on a tous été enfants. Les enfants, c'est la vie. Alors, oui. Un enfant, ça peut crier, oui. Un enfant, ça fait du bruit, ça vit. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on attend juste d'un enfant qui soit silencieux, tais-toi et fais ce qu'on te dit, quoi. Et on a beaucoup de jugements et de pression sur les parents là-dessus. Alors effectivement, il n'y a pas de parents parfaits. Il y a des éducations parfois qu'on a envie de remettre en question, sans jugement. Mais ouais, je trouve qu'on est un peu dur, en tout cas, dans notre société française, avec l'enfant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis, je pense qu'on est dans une société d'image où il faut toujours paraître bien, etc. On a tous regardé déjà un parent en train de disputer son gamin dans le magasin, même sans le vouloir parce que ça fait du bruit et sans jugement, comme tu dis. Mais je pense que tu peux vite te sentir ciblé de jugement quand t'es parent, à mon avis, quand tu pètes un câble, effectivement. Oui, c'est ça, parce que si ton enfant fait du bruit, on te juge de « oh là là, elle tient pas son enfant ». Si tu te mets à crier sur ton enfant, « oh là là, elle maltraite », ou il ou elle d'ailleurs, maltraite son enfant. Et c'est vrai que c'est quoi le juste milieu aussi, quoi. Je suis pas parent aujourd'hui, mais j'ai élevé beaucoup d'enfants. Des enfants des autres. Mais non, c'est quelque chose de très compliqué, je trouve, la parentalité dans notre société. Je trouve qu'on disait, il y avait un truc sur Internet qui m'avait fait il y a pas longtemps de les parents des années 80. Ouais. Il a un toit, il a à manger, il est en bonne santé, je suis une super parent. Et aujourd'hui, c'est oh là là, tellement de trucs à penser. Et c'est compliqué. Ouais.
Puis il y a un espèce de parallèle entre, comme tu dis, le No Kid Place, etc. Moi, les hôtels, tout ce qui est hôtel, les piscines sans gamins et tout, ça me fait bondir, mais c'est un grand sujet. Alors qu'à côté, il y a une espèce de culture de la famille où l'enfant est, je vais pas dire enfant roi, mais parfois est totalement au centre ou avec des dérives de nouvelle éducation. Je dis bien des dérives parce qu'il y en a des très bien, des éducations alternatives. Mais je pense que des fois, certains font des dérives et ne lisent que les 3 premières lignes. Type éducation positive, par exemple. Ouais. Où, en fait, l'enfant est totalement roi chez lui. Il a le droit même de te baffer, etc. Ou d'aller trop loin, en tout cas. Alors qu'il y a des endroits où on ne l'accepte même plus. Et je trouve qu'il y a un contraste qui est plus normal, quoi, à mon goût. Ouais. Je suis d'accord. Ce que je vois dessus, c'est vrai qu'on a peut-être un peu poussé trop loin. Alors, pour moi, une éducation doit être positive, dans le sens pas de maltraitance envers les enfants, mais c'est vrai qu'on a peut-être confondu éducation bienveillante avec laxisme. Et l'enfant, ça reste quand même un enfant qui a besoin d'un cadre, qui va tester ses limites. Et un cadre déjà rien que pour sa sécurité affective, pour sa sécurité physique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression... quand il y en a qui disent oui, non, mais on peut plus dire non aux enfants. Bah si, un enfant a besoin d'entendre le non, par exemple, pour apprendre à gérer sa frustration. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu poussé trop loin cette pédagogie-là, mais parce qu'on l'a mal interprétée, plus dans mon sens, parce que quand on regarde Maria Montessori, par exemple, à aucun moment elle dit l'enfant fait ce qu'il veut. Non, elle s'est pas dit comme ça, mais ça a été interprété comme ça, quoi. Et je suis d'accord, le parallèle est un peu fou avec une société qui accepte de moins en moins les enfants comme ils sont. Genre, t'as le droit de faire un peu tout ce que tu veux, mais chez toi. Mais que chez toi, tu vois. C'est ça. Que tes parents le c'est un peu subissent. fou. C'est ça, grave. Et du coup, est-ce que vous pensez que l'enfant est acteur de sa vie, vraiment? Ou pas? Non, pas tant que ça. Enfin... Moi, je dirais pas assez, en Ouais. vrai. Puis je pense que, là, en plus, ce qui est en train de se passer politiquement, en fait, on prend beaucoup de décisions qui vont avoir un gros impact sur leur avenir. Par exemple, aujourd'hui, il y a encore des votes qui ont lieu. Oui, au jour où on enregistre, voilà. on est au deuxième tour des élections. De certaines élections. Effectivement. Et je me dis, en fait, les gens... moi, c'est souvent un débat que j'ai avec ma famille, c'est de dire, en fait, les décisions et les votes que vous ne faites pas aujourd'hui auront des impacts sur vos enfants, vos petits-enfants, socialement, économiquement. Et ça, malgré tout ce qu'on pense, les enfants, ils le voient, quoi. Enfin, la phrase qui a été dite par Macron il n'y a pas si longtemps de « il faudra aller se battre », les enfants, ils l'ont très bien enregistré. Moi, j'ai des gamins dans mon école qui m'ont dit plus tard, il faudra qu'on aille se battre. Et donc, je trouve que non, mais en fait... c'est même à petite échelle. Enfin, quand on voit les conseils de jeunes au sein de notre département, il y en a très très peu. Ouais, c'est vrai. Et encore, moi je trouve que les conseils de jeunes où il y a des adultes qui sont présents, alors à la limite un adulte pour animer, mais même pas pour influencer quelconque débat, il y en a tellement peu. Enfin, moi, j'ai qu'une commune à citer où ça a pu fonctionner, quoi. Je fais un conseil de jeunes pour faire un conseil de jeunes. Non, en fait... faire un conseil de jeunes, c'est leurs voix ont un vrai impact. S'ils décident qu'ils veulent pas de City Stade, ils veulent pas de City Stade. Enfin, je vois pas à quel moment moi, par exemple, qui ne vais jamais faire du basket sur un City Stade, carrément. j'ai le moyen de dire si, moi j'en veux bien, dis donc pour faire. Ne leur faites pas juste choisir les couleurs des panneaux et être poireauté à côté du maire un 14 juillet, quoi. Et donc je trouve qu'à l'échelle nationale, ils sont pas assez représentés. Moi, c'est des discussions que j'ai souvent avec des membres de ma famille qui sont inclus dans des associations de jeunes, des fédérations de jeunes. Et en fait, on ne les écoute pas localement. Et alors nationalement, Ouais, c'est compliqué. on n'en parle même pas, quoi. Enfin, Je pense qu'on se rend pas compte du poids de la société sur les épaules de nos jeunes ou de nos enfants même. Enfin, moi, je me souviens je faisais des... Alors, c'était pas de la philo, même si des fois, ça dérivait en philo, mais de la discussion pendant les TAP, les temps d'activité périscolaire, je commençais toujours sur qu'est-ce que vous avez vu cette semaine ou écouté à la radio, à la télé, parce qu'on sait très bien que tous les enfants, même si on essaie de les protéger là-dessus,
en fait, vous faites pas de gaffe et en fait, il y a 3 minutes d'infos à la radio le matin quand vous les emmenez à l'école et ils entendent tout. Et c'était sur le moment des attentats qu'il y a eu à Paris, etc. Donc, j'ai eu de quoi discuter assez longuement. Mais on se rend pas compte de l'anxiété qu'il peut y avoir de cette société qui pèse sur l'épaule de nos enfants ou des gamins qu'on a, quoi. Quand je travaillais en quartier prioritaire dans une ville assez multiculturelle pour la mairie, donc j'étais en antenne jeunesse, et donc du coup je travaillais avec des enfants issus de l'immigration, des Algériens, Marocains, de confession musulmane, et ils m'avaient brisé le cœur un jour en disant « Non mais de toute façon, nous on n'est pas français, ils n'arrêtent pas de le dire à la télé ». Ouais, Et carrément. tu te dis, bah ouais, mais en fait, t'es né en France, tu vas à l'école française, t'es citoyen français. Et en fait, ils se sentaient même pas français parce que toute la journée, à la télé, on leur tape dessus pour leur dire que de toute façon, c'est que des délinquants, qui foutent rien, alors qu'il se passe plein de trucs super dans les villes avec des quartiers prioritaires. Il y a un tissu associatif ultra riche. Et quand t'as des mairies qui mettent les moyens pour ces jeunes-là, il se passe des choses. Là, j'ai vu il y a pas longtemps des jeunes, je crois que c'est Mantes-la-Jolie, qui font des vidéos de prévention TikTok et qui parlent de harcèlement, qui parlent d'endométriose, qui parlent de plein de sujets. Et tu dis, mais en fait, les jeunes, ils sont capables de s'exprimer sur des sujets, d'être sensibilisés et de porter aussi une voix qui va aussi parler du coup à la jeunesse, puisque je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'un jeune pour parler à un jeune. Et j'ai 33 ans quand je dis ça. Chez nous, le plus bel exemple, c'est Festiprève. Ouais. Festiprève, où ils font, il y a des dizaines de films tous les ans, c'est même beaucoup plus en vrai, qui sont envoyés à ce festival où c'est des jeunes qui parlent aux jeunes de prévention, en fait, et ils sont bouleversants, les films. Ah oui, oui. Ils sont géniaux. Puis les jeunes sont pleins d'angoisse aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là où il y a le plus de taux de suicide. Ouais. Et puis quand on en parle, moi je communique souvent avec tout ce qui est RAZ ou CMPP dans le cadre de mon métier. Et là encore, on y revient, il n'y a pas assez de moyens, puisque moi, la plupart du temps, dans 90% des cas, j'ai affaire à des gens passionnés, qui adorent leur métier, mais quand il y a une psychologue pour un territoire de 300 000 personnes, ce n'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Et pourtant, elle adore ce qu'elle fait, elle aimerait en faire plus, mais c'est pas possible. Mais oui, les jeunes ont beaucoup trop à porter sur leurs épaules, quoi. Puis on le voit depuis le Covid. Je trouve que les mal-être et la santé mentale chez les jeunes, il y a un vrai problème. Alors on en parle un petit peu, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui soit fait derrière. Donc je pense qu'aussi les écouter un petit peu plus et leur donner cette place-là, parce que c'est vrai que même pour nous adultes, le monde peut être très anxiogène en ce moment. Évidemment, il faut rester porteur d'espoir, mais je pense que c'est important aussi de leur redonner cette place-là qu'ils n'ont pas et qu'on n'écoute pas d'ailleurs, quoi. Et est-ce que vous pensez que l'EducPop, du coup, peut apporter des choses dans tout ça ? Dans le fait de remettre l'enfant au cœur de sa vie, remettre au cœur de notre société, etc. Oui. Ouais. Moi, je le pense pas. J'en suis Convaincue. Et ça se voit. Et là où c'est le plus voyant, c'est dans les quartiers prioritaires ou dans les territoires très, très ruraux, où en fait, on se rend compte que ne serait-ce qu'un club de danse, là où du coup, parce qu'il y a cette fameuse loi là qui en... Oui, je parle un peu politique, mais parce que il y a cette fameuse loi. C'est politique de parler d'EducPop en même temps. Autour du voile, où pour moi la question elle ne se pose même pas. Mais et en fait, par exemple, le sport est un vrai vecteur d'inclusion, d'ouverture, de partage. Enfin, c'est prouvé dans n'importe quelle étude, même les quartiers qui sont pas prioritaires, plus aisés, c'est prouvé que le fait de se rencontrer et de créer du lien. Enfin, pour moi, l'éducation populaire, elle aide en fait ces jeunes à aller mieux, à échanger et à se dire « Ah je suis pas tout seul, quoi ». Ouais, carrément, j'ai même vu, je pense que vous l'avez vu aussi, je pense que c'est un éduc sportif, je crois, sans doute en quartier prioritaire ou en tout cas en cité, qui arrivait à rassembler des mamans pour leur faire du sport dans la rue, etc., avec musique à donf et tout, en bas des tours, concrètement. Je trouve ça génial de réussir à essayer de fédérer comme ça pour dire vas-y, on se rassemble, mais c'est pas c'est pour faire du sport, quoi. C'est pour se marrer, pour discuter après sans doute, parce que tu te doutes bien que ça va discuter. Je trouve ça génial. Puis je trouve que quand il y a de la mixité sociale aussi, quand on arrive à créer tout ça, en fait, les gens se rencontrent. Et quand tu es jeune et que tu vas taper dans un ballon, c'est super chouette parce que c'est dans ces moments-là qu'ils peuvent se rencontrer, quoi. Oui.
C'est pour ça que la plupart des sports ont été créés à la base. C'est pas du tout pour créer des compétitions ou quoi. Enfin, quand on voit l'histoire du basket, ça a été pour décloisonner et créer du lien. Ouais, Donc, mais l'art peut faire ça aussi. Oui, tout à fait. Il y a tout ce qui rassemble, en fait, je pense. Et c'est là où on est fort aussi dans nos structures ou dans toutes les activités qu'on peut faire, c'est de rassembler, quoi. C'est pour ça que le tissu associatif est hyper important, parce que plus tu as une vie associative riche, plus tu vas pouvoir te réunir autour de centres d'intérêt communs. Et ça, c'est super important. Carrément. Et du coup, en parlant de ville, j'ai une dernière question, et après on peut aller passer au jeu. D'après vous, est-ce que les villes ou l'urbanisme en général est pensé pour les enfants, ou même pour les familles, maintenant? Il y en a certaines, oui, mais... En fait, c'est des villes, par exemple, je pense à la ville de Choré, qui est pas si loin d'ici, à côté de Niort. C'est un maire, alors pour le coup, qui a des idées de droite, mais qui a choisi de... Enfin, c'est une ville vraiment où les aménagements sont faits pour les jeunes, mais il a choisi en fait de s'asseoir à table avec les jeunes, de s'asseoir à table avec les personnels éducatifs qui les accompagnent. Et c'est vraiment... mais moi, je trouve ça hyper courageux de sa part, parce que quand il est arrivé, en plus, tu te prends tout ce qui a été fait avant par les précédents mandats. Et là, ça fait 2 mandats qu'il est là. Et lui, par exemple, le centre de loisirs a été fait avec les jeunes et les acteurs éducatifs. Génial. Ok. Mais non. Enfin, la plupart du temps, non. Je trouve que c'est pas du tout... Mais finalement, quand on inclut les jeunes et les personnes concernées, on peut faire de très belles choses. Tu as des gens qui revotent pour toi parce qu'ils te font confiance. Enfin, c'est un cercle vertueux. Bah, c'est plutôt ça pour moi que devrait être la démocratie participative, en tout cas dans nos communes. Quoi. C'est redonner. Enfin, on habite dans les villes, on est un petit peu concerné par le budget et comment il est distribué. Totalement. Et devrait y avoir un budget pour la jeunesse comme ça, parce que c'est vrai que non, enfin moi je trouve que l'espace public, oui, tu as des squares et tu as des petits espaces pour les enfants, mais il n'est pas pensé spécialement pour eux, quoi. Non. Cette question-là, elle est un peu... je ne vais pas dire qu'elle est dirigée, parce que vous savez que vous dites ce que vous voulez derrière le micro. Mais c'est que j'ai déjà vu... Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle habite à Toulouse. Je crois que c'est l'air du temps. Qui est une maman qui est à Donf, justement, sur tout ce qui est enfant, etc. Et qui parle beaucoup d'écologie et de plein de sujets dans ce genre-là. Et qui faisait un parallèle avec sa ville, justement, et avec les villes en général, où elle disait en fait que les trottoirs étaient de plus en plus petits parce qu'il y a de plus en plus de SUV, donc des routes beaucoup plus larges, et qu'en fait même des gamins ne sont plus acceptés à rouler en vélo parce qu'ils ont moins de 8 ans, et ils ont le droit, sur le trottoir, que c'était compliqué de croiser avec 2 poussettes, etc. Et c'est vrai qu'en y pensant, tu te fais ouais, en fait, même quand tu es en famille et que tu veux te balader avec tes gamins, ça devient plus compliqué, je trouve. Alors que, par exemple, moi, mon frère habitait très longtemps aux Pays-Bas. Ouais. Aux Pays-Bas, c'est la voiture qui est quasiment interdite et qui est quasiment tout le temps en tort. Tout a été fait pour les piétons. Tout le monde a son vélo. Tout le monde se balade à pied. Il y a des transports en commun de partout. Et tu peux être... Enfin, tu as plein de rues qui sont interdites. Mais du coup, les infrastructures sont mises en place et ça a été mis à la base en place pour sécuriser les enfants. Ouais, c'est ça. En même temps, tu regardes même, je vais pas citer où on est ici, mais la rue qui est toute neuve juste en face. Ok, il y a une belle route pour les voitures, c'est cool, mais en même temps, les vélos sont à coller avec les piétons. Ouais. On sait très bien que maintenant, les 2 roues roulent à des vitesses qui sont peu acceptables quand tu as des enfants. Il y a quand même un côté dangereux. Il y a peu de sécurité, malheureusement, des fois, dans ces trottoirs-là aussi, quoi, je trouve. C'est sûr. On passe au jeu. Allez. Et bien justement, il n'y a pas de jeu à la fin. Non, en fait, c'est juste une dernière petite question qui est un peu personnelle. Donc vous savez que vous dites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. On parle d'enfant qui est à sa place. Et ma question, elle est simple, c'est où est-ce que vous vous sentiez à votre place quand vous étiez enfant ? Moi, je peux commencer à répondre si vous voulez. Parce que c'est très personnel et ça demande un peu de réflexion. Alors moi, il y en avait 2 en vrai. J'ai toujours été passionné de musique et du coup, j'ai voulu commencer la musique à 4 ans. Chose qui n'était pas possible au conservatoire de La Rochelle. Donc j'étais tellement embêtant que mes parents n'ont pas arrêté d'y aller, etc. Et j'ai réussi à commencer à 5 ans, alors que c'était 6 à l'époque.
Donc ouais, dans tous les cours de musique, parce que ça y est, je découvrais un langage que je comprenais et où j'avais pas de difficulté. Alors que je suis nul à l'école. Mais en tout cas, ce langage-là, j'ai toujours eu des facilités, donc ça a été toujours un plaisir de faire de la musique. Et autrement, dans la vie normale, entre guillemets, c'est en pleine nature. Enfin, c'est dans le jardin où je ne côtoyais plus mes parents, où j'étais seul et j'ai jamais eu trop de potes et c'est pas grave. Mais j'étais en train de découvrir la vie et la nature et tout ce qui m'entourait, et ça j'ai toujours adoré. C'est un lieu de ressources maintenant pour moi qui est génial. Et pour moi j'étais vraiment à ma place dans l'herbe en train de regarder les coccinelles et compagnie, quoi. Ouais, je te rejoins là-dessus, parce que du coup, j'y pensais quand j'étais à ma place enfant. J'ai grandi avec 2 chiens. Ouais. Et du coup, quand j'étais avec eux, dans la nature, dans le jardin, à jouer avec eux. Et aussi, et là, ce sera big up à Marion, si tu passes par là. Ensemble à l'école primaire, on était beaucoup toutes les deux. Et on jouait beaucoup avec notre propre imaginaire. Donc, on s'inventait des histoires, on s'inventait des choses. Et dans cet imaginaire-là, un peu fou, de sauver tous les animaux de la planète, sur cette grosse tache noire qui ressemblait à une baleine dans nos cours de récréation, bah ouais, dans ces moments-là, je pense que je me sentais à la place, quoi, dans l'imaginaire et avec mes chiens. Excellent. Moi, je pense que c'est 2 endroits. Moi, j'ai grandi dans le quartier de Saint-Maurice à La Rochelle. Et j'ai toujours adoré ce quartier, aller au périscolaire. J'adorais aller au périscolaire, c'était une passion. Fort heureusement, parce que je faisais 7h30, 19h, donc il valait mieux. C'était mieux. Mais je m'entendais très bien avec mes animatrices. Yes. J'adorais déjà ce monde-là. Je pense que j'avais déjà une fibre qui commençait à naître. Et j'adorais aussi, je vous rejoins sur la nature, avec mon grand-père. On allait souvent du côté de Bessines, à côté de Niort, pêcher. Ou alors j'allais à la chasse avec lui. Alors je déteste la chasse, mais j'adorais. Parce que Mais c'était un moment que t'as Oui, puis kiffé, quoi. son chien aimait pas du tout la chasse. Du coup, on allait se promener Génial. tous les deux. C'est la gamine de 6 ans avec son petit chien comme ça, mais il y avait ce côté déjà très nature et vraiment respiration au milieu des arbres, quoi. Je refais ma Josiane Pichet, mais Je vais être obligé de mettre un extrait. Oui, ça sera le générique de fin. Mais c'est vraiment ressourçant, quoi. C'est marrant parce qu'on a tous les droits de citer la nature. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais, et quand tu vois nos cours bitumés, sans espace vert, et on a besoin de nature, d'arbres, de totalement. courir. Ou soi-disant revégétalisé. Voilà. Yes, et bien merci beaucoup les filles. Merci à toi. On se retrouve à un prochain épisode. Je vous rappelle que les épisodes sortent tous les mercredis à 6h30. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, etc., etc. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube si cette vidéo a bien marché jusqu'au bout, puisque hier ça n'a pas marché jusqu'au bout, vous le verrez sur une de nos vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et s'occuper des poils de pied de Fanny si elle passe par là. Et on se retrouve la semaine prochaine. Les collègues, c'est bon, ils sont couchés, on peut commencer le 5e.